Bonjour Anne-Cécile Robert, vous êtes journaliste, directrice des éditions et des relations internationales au Monde diplomatique, professeure membre de l'Institut de relations internationales et stratégiques et de l'Association Critique Média. Nous allons parler ensemble de votre livre intitulé La stratégie de l'émotion, publié en 2018 aux éditions québécoises Luxe. Il dépeint l'émotion comme un état de surgissement lacrymal. Vous dites notamment qu'elles sont temporaires, qu'elles ne sont pas un but, mais une aide. Vous y abordez le phénomène de ressentir plutôt que penser, mais aussi la partialité de l'opinion en présence d'émotions fortes. Si même le journaliste dont c'est la formation n'affiche pas toujours de distance critique, peut-on réellement l'espérer d'un citoyen lambda? Pour tenter d'y répondre, nous évoquerons évidemment le cas de la guerre en Ukraine, les élections présidentielles et des faits divers qui accompagnent ostensiblement nos hivers, nos printemps, nos étés et finalement l'automne. Les Trois Verts, le podcast. Elle raconte quelque chose de l'individu par rapport à lui-même, d'où l'interrogation sur le narcissisme. Est-ce qu'elle n'est pas une façon pour les individus de se regarder eux-mêmes, une espèce de dolorisme contemplatif. Alors c'est pas forcément méchant ou négatif, mais simplement parce que nos sociétés sont difficiles. Il y a beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes sur l'avenir, et donc les individus ont besoin de laisser échapper l'émotion. Mais la question, c'est qu'est-ce que, au bout du compte, ces expressions d'émotion vont donner comme société. Quelle est votre opinion à propos du traitement médiatique de cette guerre, et notamment en France? Comment la traitez-vous vous-même au sein de votre rédaction? Alors, le monde diplomatique traite cette guerre comme il traite toutes les autres, c'est-à-dire en essayant d'analyser, de voir les logiques, en mettant en perspective, notamment historique, ce qui évidemment n'empêche pas d'être clair sur les principes. D'ailleurs, le monde diplomatique a très clairement qualifié les événements d'agression de la part de la Russie sur son voisin et de violation du droit international. En revanche, on fait un vrai traitement qui essaie d'être non pas froid, parce que c'est très difficile d'être froid quand il y a des événements aussi dramatiques, mais disons analytique, et de proposer au lecteur les outils et les informations qui vont lui permettre de comprendre ce qui se passe et les enjeux de cette guerre. Et on est parfois un peu surpris de la manière dont certains confrères traitent cette guerre, c'est-à-dire d'une manière très événementielle et parfois presque, j'allais dire, propagandiste, c'est-à-dire l'envie de se mêler, qui est effectivement parfois humaine, mais quand on entend certains éditorialistes, ils sont presque à faire la leçon au gouvernement de pas envoyer assez d'armes. Je suis pas sûr que ce soit le boulot d'un journaliste que de donner ce type de conseils dans une guerre. Bon, interrogation ouverte. Hein. Vous n'avez pas l'impression qu'on en parle plus qu'une autre guerre? Est-ce que c'est traité de la même façon? Parce qu'il y a la loi de proximité que vous connaissez bien, j'imagine. Ou est-ce que vous avez l'impression globalement, parce que vous lisez la presse aussi, que c'est traité de part égale par rapport à d'autres guerres plus lointaines? Alors moi qui m'intéresse beaucoup au continent africain, effectivement, je mesure le contraste. Je veux dire, la République démocratique du Congo subit sous différentes formes des violences armées depuis 1997. On en a plusieurs millions de morts, même on n'a pas forcément de chiffres définitifs tellement il y en a. Et effectivement, la guerre en Ukraine occupe une place extrêmement importante qui suscite l'interrogation et la critique du public africain qui dit mais nous, quand on subit les guerres, même le Sahel, etc., on n'a pas autant les honneurs de la presse. Alors c'est vrai que ça occupe une part importante, mais du point de vue, effectivement, vous avez cité la loi de proximité de l'histoire de l'Europe, c'est effectivement très important de suivre ça. Oui. Parce que c'est une forme de guerre qu'on n'avait pas connue depuis un moment, c'est-à-dire entre une grande puissance membre du Conseil de sécurité, nucléaire,
aux frontières de l'Union européenne. Alors on avait eu la guerre du Kosovo, Oui. on avait eu les guerres dans l'ex-Yougoslavie, mais une guerre interétatique de cette ampleur-là, impliquant même plusieurs maintenant puissances nucléaires, c'est assez inédit. Et par ailleurs, ça met en jeu la construction européenne dans laquelle on vit et son évolution, son projet politique, etc. D'où la nécessité certainement de traiter les événements avec rigueur et en essayant d'apporter le plus d'informations possible au public. Ne pensez-vous pas qu'on élit un chef d'État aussi sur la base de l'émotion? Par exemple, on sait qu'en temps de crise, on a tendance à réélire le président sortant par peur peut-être de l'inconnu. Je sais pas s'il y a des règles générales. Les campagnes présidentielles, par définition, mélangent des débats rationnels, raisonnés, et des éléments plus émotionnels, puisqu'il s'agit d'élire une personne. C'est pour ça que personnellement, je suis pas très fanatique de l'élection présidentielle. D'accord. Je préfère les régimes parlementaires parce que c'est plus collectif et que je pense que le pouvoir est mieux exercé collectivement que par un individu seul, même s'il est entouré. Mais effectivement, la logique de la présidentielle, quel que soit le pays dans lequel elle se déroule, c'est la personnalisation et la simplification des enjeux par l'adhésion au chef, quelque part. Vous avez écrit « Trouver une sortie à la guerre syrienne relève d'une démarche plus politique que morale, démarche que l'émotion peut perturber. Est-ce la même chose aujourd'hui pour le conflit russo-ukrainien? Que pensez-vous de l'émoi des pays occidentaux, et notamment en France, où l'on peut voir des cagnottes mises en place un peu partout pour aider justement la population ukrainienne? Toutes les guerres charrient de l'émotion, oui. C'est normal. Après, si on se place à l'échelle de l'histoire, on sait bien que toutes les guerres se terminent et qu'à un moment donné, il faut un règlement. Alors, sauf l'hypothèse où l'un des belligérants est battu à plat de couture, ce qui arrive, et même dans ce cas-là, il y a négociation. Si on pense à la capitulation de l'Allemagne en 1945, et donc, par rapport à la guerre en Ukraine, il faut aussi penser qu'à un moment donné, il faudra que la raison l'emporte et que peut-être il faudra négocier avec le régime coupable, c'est-à-dire le régime russe. Et c'est ce que sous-entend le président français Emmanuel Macron lorsqu'il évoque les garanties de sécurité, etc. Il se projette finalement dans ce que l'histoire a toujours apporté, c'est-à-dire à un moment donné le règlement de la guerre par des accords entre les parties. Et là, effectivement, parfois, on le voit en Afrique et ailleurs, on voit les belligérants se retrouver autour d'une table alors qu'ils auraient toutes les raisons de ne pas vouloir s'asseoir à la même table. Le défi consistant à trouver un règlement du conflit qui ne prépare pas la guerre d'après. Faute qu'on a commise en 1918. On a terminé la guerre, mais dans des conditions telles qu'en fait, on préparait celle d'après. Vous dites qu'aucun slogan, aucune pétition, finalement, aucune revendication n'accompagne les marches blanches. Mais alors, comment manifester son soutien à la famille éplorée? Comment afficher son empathie? Vous dites la marche blanche vient rompre le rituel de la culture bourgeoise dominante. Et évidemment, probablement saisis d'un doute fugitif, leur organisateur et les commentateurs soulignent abondamment la dignité du cortège lacrymal. Je trouve cette notion de dignité et de pudeur de l'émotion très intéressante, surtout en ce moment. Le propos de ce livre n'est-il pas justement de dire que l'émotion est tout sauf pudique, tout sauf discrète? C'est là, encore une fois, le problème, c'est le rôle social de l'émotion. Et là, en l'occurrence, sa manifestation publique. On n'est pas, quand il se passe un fait divers tragique, l'assassinat d'un enfant, c'est logique qu'on soit ému et qu'on manifeste son empathie, sa solidarité avec la famille, mais la manière dont on le fait peut être extrêmement variable. On peut très bien, je ne sais pas moi, rendre visite à la famille, mettre un mot dans la boîte aux lettres. Je sais pas. Là, l'organisation d'une marche blanche, c'est une démonstration publique, c'est autre chose. Qui a quelque chose d'ostentatoire, qui par ailleurs est extrêmement scénarisé, avec la famille devant, les ballons blancs, les bougies, le témoignage des camarades d'école, tous par ailleurs extrêmement prévisibles, c'est-à-dire que la victime est forcément quelqu'un de formidable, que est forcément
quelqu'un à qui il faut rendre. Oui. Alors qu'une victime, ça peut être, voilà, par définition, n'importe qui. Donc il y a quelque chose de la scénarisation qui doit nous interroger. Ce qui ne remet pas en cause la sincérité des personnes qui participent aux marches blanches, bien au contraire, ni la nécessité, bien sûr, de soutenir la famille. Après, on peut noter aussi, vous avez évoqué la phrase sur l'absence de slogan, c'est-à-dire ce qui est aussi frappant dans la marche blanche, c'est son caractère complètement non revendicatif. C'est-à-dire, on pourrait très bien manifester en disant plus de moyens pour la police, plus de moyens pour la justice. Comment se fait-il que cet enfant a été enlevé à la sortie de l'école? Très bien. Est-ce que voilà, on pourrait avoir un aspect revendicatif. Là, c'est vraiment la marche blanche tourne sur elle-même et ne va déboucher sur rien. Individualisation, dépolitisation et narcissisme au détriment de la pensée. Théâtralisation, diront-on peut-être, en quelque sorte, du fait divers par les cellules psychologiques systématiquement déployées. Est-ce qu'on en parle autant de l'émotion car il n'y a rien d'autre à raconter? Je reformule. Le registre émotionnel affectif est-il devenu la vache à lait du journalisme? Alors c'est une facilité. C'est une facilité, c'est sûr. Et ça, parce que ça évite de se poser des questions. Oui. On se laisse simplement toucher par l'émotion, par le rapport humain, mais on n'est pas obligé de réfléchir. Tiens, au fond, que veut dire exactement ce candidat? Oui, alors surtout dans le journalisme audiovisuel, on entend souvent cette phrase. Qu'avez-vous ressenti? Que ressentez-vous? Qu'avez-vous ressenti? Voilà. Et c'est alors ça peut être intéressant, mais parfois ça n'a absolument aucun intérêt. Je me souviens par exemple d'une interview du médecin urgentiste Patrick Pelloux sur la situation dramatique des urgences en France. Donc il exposait devant la journaliste toutes les difficultés de l'hôpital public, et la journaliste conclut: merci pour votre émotion. Ça veut dire qu'en quelques secondes, tout le travail d'explication qu'avait fait Patrick Pelloux était balayé sur l'oreille de l'émotion qui, par nature, est subjective, volatile, temporaire. Et en même temps, si ce type de contenu est de plus en plus produit, c'est qu'il y a quelque part une audience derrière. Alors après, même s'il y a un public pour ça, les journalistes sont responsables de ce qu'ils proposent. C'est-à-dire dire c'est ce que le public veut, ça déresponsabilise le journaliste. On est quand même responsable de l'offre. Si les gens demandent de la merde, on va pas la leur donner non plus. Donc cette façon de voir est extrêmement dépolitisante, et le succès d'un journal exigeant comme Le Monde diplomatique montre que les gens sont aussi en attente, le public est aussi en attente d'une information longue, étayée, qui nécessite de prendre du temps et de réfléchir. Vous avez écrit, et on terminera là-dessus, en dehors des moments où l'on réagit à un fait dramatique, comment se noue ou se dénoue le lien social? Comment se développent des relations humaines? Et selon quelles valeurs? C'est très intéressant, encore une fois, car on sait que les drames ou autres situations pathétiques ont tendance à rapprocher. Ça voudrait dire que le drame est un outil de cohésion sociale. La question, c'est effectivement aujourd'hui la cohésion sociale et le lien social. Nos sociétés sont extrêmement fragmentées, traversées de tensions. Et l'émotion joue un jeu contradictoire là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, elle peut être un moment de rassemblement, même l'émotion sympathique derrière une coupe de football ou une victoire d'une équipe de foot. Je veux dire, il n'y a pas forcément il y a pas que les marches blanches, mais l'émotion peut aussi être la perpétuation et l'entretien des fractures, parce que les émotions se concurrentent. Il peut y avoir des émotions. C'est tout le débat sur la victimisation et les attitudes victimaires, parce que l'émotion de chaque victime est légitime. Et donc l'émotion peut au contraire perpétuer la fragmentation sociale, avec le risque d'exacerber les tensions, voire peut-être pire. Vous avez également écrit « La raison met à distance les passions subjectives ». Très belle phrase. Selon l'IFOP, 79% de Français se déclarent favorables à l'accueil de réfugiés ukrainiens, contre 49% en faveur de l'accueil des Afghans fuyant le régime des talibans en septembre 2021, 62% en faveur des chrétiens d'Orient menacés par Daesh en 2016 et enfin 49% pour les migrants traversant la Méditerranée en 2015. Anne-Cécile Robert, merci d'avoir accepté cet échange. Auditrices, auditeurs, merci de l'avoir écouté. À bientôt. Merci à vous.